On va attaquer. Ça va? Bonsoir à tous. C'est un petit ça va, ça, quand même. Hein. Il est 17h30. Alors déjà, merci beaucoup d'être là à cette heure-ci. Première journée d'une longue journée ProDurable où vous avez dû arpenter les couloirs pendant des heures, faire la queue pour pouvoir rentrer voir des gens comme nous s'exprimer. J'espère que cette conférence atelier qu'on va débuter maintenant va vous plaire et qu'elle va vous réveiller. Et qu'elle en tout cas, qu'elle vous apportera plein d'éléments intéressants. Bon alors, je le refais, ok? C'est juste pour qu'on s'énergise un petit peu. Ça va? Ah, c'est mieux déjà. On peut le faire encore un cran au-dessus. Est-ce que ça va? Ah, ben voilà. Bon, c'était juste histoire de se réveiller un petit peu. Merci d'être là. On est le cabinet Hatch et on est accompagné d'une guest star qui est ici présente, qui va se présenter. On va aborder un thème qui est très d'actualité. Je pense qu'à peu près 90% des conférences de ProDurable cette année sont beaucoup sur le sujet de la CSRD. Nous, on va l'aborder avec un angle un petit peu différent. Donc, n'attendez pas de cette conférence qu'on vous refasse l'explication de texte sur la CSRD, d'où ça vient, etc., parce qu'on ne le fera pas. Le but du jeu, c'est de parler de ça. Vous savez que dans la CSRD, il y a un élément fort qui est un peu le point pivot demandé par cette nouvelle réglementation et dans le rapport de durabilité, qui est d'utiliser l'outil de double matérialité. Okay. On va revenir sur ce que c'est que l'outil de durabilité. Nous, chez Hatch, on aime bien utiliser les outils qui sont mis à disposition pour faire réfléchir les entreprises avec lesquelles on travaille, et notamment les comités de direction, les COMEX, etc. Donc le reporting pour le reporting, c'est moins notre sujet à nous. On aime bien faire en sorte que le reporting serve vraiment des réflexions stratégiques, des réflexions sur le modèle d'affaires des entreprises, et c'est un peu la patte qu'on a chez nous. Alors, avant d'entrer sur la double matérialité, je vais présenter notre guest star. Donc Philippe, est-ce que tu veux bien te présenter et présenter l'entreprise que tu représentes? Oui, bonjour à tous. Philippe Rondeau, je suis directeur du développement durable de Sodebo. J'ai créé ce service il y a 2 ans et demi. Auparavant, j'ai dirigé le service marketing de Sodebo pendant une dizaine d'années. Sodebo, peut-être, si tu peux. Voilà, quelques mots. Sodebo, c'est une entreprise qui fête ses 50 ans cette année. Qui à l'origine est une charcuterie de village qui a un petit peu grossi en 50 ans. Aujourd'hui, c'est 2750 salariés sur un site unique qui est toujours en Vendée, dans la commune d'origine, à Saint-Georges-de-Montaigu. Donc un site sur 125 hectares. À la campagne, on est pas mal. Et on y fabrique donc les produits que vous connaissez, que vous consommez parfois, j'espère. C'est 1 million de produits vendus chaque jour. Et on est les leaders donc, de l'univers traiteur avec ces produits-là. Voilà. Et c'est toujours une entreprise familiale, française, indépendante. Avec le souci du produit, on a intégré beaucoup de fabrication. On fabrique nous-mêmes sur ce site tous nos produits, nos pâtes, nos sauces, on a même un champ de salade et on fabrique depuis peu même la fourchette comestible que vous trouvez maintenant dans quelques-unes de nos salades. Voilà. Merci beaucoup. Ça donne envie, on a faim, 5h30. Non, c'est d'abord la bière. Alors, pour avancer, et on va se plonger dans ce que c'est que la double matérialité. Donc, on va faire quand même une espèce de mini-rappel. Mais vraiment mini. L'idée, vous savez, dans la double matérialité, c'est de regarder 2 choses. Donc, il y a double matérialité. Donc, il y a tout d'abord une première matérialité qu'on appelle la matérialité à impact, qui est un peu ce qu'on a utilisé longtemps jusqu'à maintenant. D'accord ? Donc cette matérialité d'impact, l'idée, c'est de faire réfléchir l'organisation sur les impacts qu'elle crée sur son écosystème. C'est vraiment du inside out. C'est voilà, je suis une entreprise, quels sont mes impacts? Donc typiquement, j'ai des véhicules, je génère du carbone lié au déplacement de mes véhicules, pour le faire super simple.
Ce qui est hyper intéressant dans l'approche de la CSRD, dans cette approche de double matérialité, c'est le grand 2 en rouge là, qui permet d'avoir un autre type de regard, un autre type de réflexion. Donc la matérialité dite financière, l'idée c'est de se projeter toujours à 5, 10, 15 ans et de se dire, voilà, le monde est en train de changer. Je pense que je n'ai pas besoin de faire un dessin à tout le monde sur ce qui s'est passé sur les 4 dernières années. Ça a un petit peu évolué. Et c'est de se rendre compte que ça va continuer d'évoluer, ça va transformer nos modèles de société peut-être. Et donc, c'est d'imaginer ces transformations à 5, 10, 15 ans. Mais du coup, de les regarder, de se dire, voilà, crise environnementale majeure, peut-être crise sociétale, crise géopolitique, etc. Comment est-ce que toutes ces méga-trends peuvent affecter la pérennité et la valorisation de mon entreprise? C'est bon? Ouais, merci, cool. Premier saut de haie. La temporalité pour les deux matérialités, c'est la même, 5, 10, 15 ans, d'accord? On essaie de se projeter le plus loin, donc c'est plutôt 3, 5, 10. Et pour la matérialité financière, on peut aller jusqu'à 15 ans, puisque justement, on intègre les bouleversements climatiques, par exemple, et donc on peut se projeter un petit peu plus loin. Donc, on va travailler là-dessus. Et vous savez, il y a ce fameux adage qui dit que diriger, c'est anticiper. Donc là, tout cet exercice-là a pour vocation de permettre aux entreprises, aux comités de direction, d'anticiper. D'ailleurs, vous, chez Sodepo, ces dernières années, vous êtes pris quelques éléments de crise de plein fouet. Tu peux nous en parler un petit peu? Comme tout le monde. Oui, tout a commencé avec le Covid. C'est sûr que quand on fait des produits qui se mangent beaucoup au bureau et que plus personne ne va au bureau, on le sent. Et quand on fait des produits tout prêts et que tout le monde se met à refaire de la cuisine, on le sent aussi. Donc oui, la période de confinement, on a pris un premier choc qui n'était pas du tout anticipé. Et puis derrière, il y a eu tous les autres chocs. Les pénuries de main-d'œuvre, qui tout d'un coup ont été beaucoup plus fortes. Il se trouve que la Vendée est un département où il y a le plein emploi depuis longtemps, donc il y a une vraie tension sur la main-d'œuvre. Donc pas assez de personnes pour fabriquer, mais aussi des tensions sur les matières premières, soit liées aux événements géopolitiques, donc l'huile de tournesol au début de la guerre en Ukraine, mais soit liées à des phénomènes aussi climatiques, tensions sur des appros de tomates par exemple. Enfin voilà, donc tout ça en finalement peu de temps, on s'est rendu compte que oui, il y avait des vraies fragilités et que, comme tu disais, le monde changeait et qu'il fallait qu'on se prépare aux prochaines vagues qui allaient arriver. Ouais. Alors, c'est intéressant de noter que donc, un outil qu'on utilise pas mal, c'est le rapport du WEF. Alors, le WEF, c'est quoi? C'est pas un truc de Jones. Le WEF, c'est le World Economic Forum. Là, ça fait tout de suite plus sérieux. Là, j'en ai mouché plus d'un là. Tac. Non, mais le World Economic Forum, c'est intéressant de noter qu'en 2018, dans des risques majeurs identifiés par le WEF, il y avait le 10e, c'était pandémie. Voilà. Et ça s'est avéré. Donc, les mégatrends qu'on utilise, donc justement, ils viennent de ces différentes sources qu'on a compilées chez Hatch. On travaille avec le rapport de Futuribles, ou Futurib, je ne sais jamais comment on dit. C'est le rapport Vigie. C'est français, donc c'est Futurible. Français. Futurible. Pardon, c'est vrai que c'est français. Donc c'est le rapport Vigie que je vous encourage à lire avec des scénarios de rupture qui sont hyper intéressants à lire. Vous avez évidemment le scénario de l'ADEME et puis évidemment donc le fameux rapport du WEF qui en a un tous les ans. Et puis ceux de... je vais y arriver. Le rapport du GIEC, bien évidemment. Okay, donc en fait, nous, on a compilé toutes ces mégatrends qui viennent de ces différentes sources. On s'est quand même appuyé pour bien structurer tout ça sur les 5 grands thèmes que le World Economic Forum a organisés, donc à savoir les risques économiques, les risques sur l'environnement, les risques géopolitiques, les risques sur la société et les risques technologiques. Okay, donc ils ont une approche très très risque, mais l'idée c'est que vous puissiez éventuellement reprendre ça en regardant bien sûr les risques et les opportunités. D'ailleurs, je reviens en arrière juste une seconde, sur le travail de double matérialité qui est demandé par la CSRD. Lorsque vous faites ce travail de imaginer les tendances et comment ça peut impacter votre business model, c'est à la fois des risques, mais également des opportunités. Et c'est en ça que c'est aussi très différent
d'une approche qui est risque stricto sensu. C'est aussi pour ça que c'est une approche qui intéresse les comités de direction, parce que c'est pas juste je me prémunis d'un risque, c'est est-ce qu'il y a des opportunités qu'on peut identifier. Pour vous rendre ça hyper concret, je vous donne juste ce petit cas sur Stellantis, parce qu'il est assez parlant et surtout ils sont déjà en train d'agir aujourd'hui. Alors le cas Stellantis, quelques mégatrends, un grand changement réglementaire qui va arriver 2035, vous êtes tous au courant. L'Europe a décidé de ne plus avoir de moteurs thermiques neufs sur le marché. Okay, donc ça veut dire quoi? Voiture électrique. Qu'est-ce qui compose les voitures électriques? Beaucoup de terres rares et dedans il y a quoi? Il y a par exemple le lithium, entre autres. Oui, il y a aussi. Donc deuxième mégatrend, raréfaction ou augmentation drastique du prix des ressources. Aujourd'hui, le lithium, en juin 2020, faisait 5 500 € la tonne. En mars 2023, 42 000 € la tonne. Quand vous avez ça dans votre prix de revient, ça fait tout d'un coup un peu bizarre, non? Donc, risque-opportunité, bien évidemment, identifié. Le risque, tel qu'on l'appelle, ça serait l'accès et la sécurisation de la ressource. OK. Gros risque financier, gros risque sur juste est-ce qu'il y aura assez de lithium? Alors, en l'occurrence, il y a beaucoup de lithium, pour l'instant, encore. Mais surtout, il va coûter de plus en plus cher. Et donc, que fait Stellantis d'ores et déjà maintenant? Donc là, on a une projection 2035. Et là, on est en 2022 et 2023. Stellantis annonce le fait de prendre des participations dans des startups qui produisent des lithiums de façon soit plus verte, soit plus effective, avec des process plus efficaces. Okay. Vous voyez un peu le cheminement et en quoi ça peut être intéressant pour un comité de direction d'utiliser ce framework. Là, on est quand même très sur des sujets voilà, de raréfaction, de limites planétaires, mais comment ça peut impacter leur business model et comment ils réagissent d'ores et déjà. Donc là, on parle au risque, et puis il peut y avoir d'autres éléments plus opportunistes. Rupture technologique. Voilà, on est en train d'arriver. On voit la 5G qui est en train d'arriver. La 5G pour le secteur automobile, ça veut dire quoi? Ça veut dire potentiellement l'avènement des voitures autonomes. Qui dit avènement des voitures autonomes dit que demain, quand j'ai mes 7 heures de route pour aller en vacances, l'été par exemple, et ben, tout d'un coup, ma voiture se transforme en mon deuxième salon puisque j'ai plus besoin de conduire. Donc je regarde des films, je fais mes mails, je dis bonjour à Tata parce que sur Facecam, enfin voilà, bref, je suis dans mon deuxième salon. Toute cette data, elle passe par les voitures. Et donc Carlos Tavares, qu'est-ce qu'il a dit? Donc ça, c'est une manchette du Monde. Stellantis, comment Carlos Tavares veut capter la manne des voitures connectées. Il estime qu'il peut atteindre 30 milliards, bagatelle, de revenus supplémentaires via la monétisation de la data de ces voitures connectées. Okay. Mégatrend, rupture technologique, opportunité dans le futur. Comment il équipe, comment il fait pivoter son business model pour attraper ça. Évidemment, dans le deuxième point, il n'y a absolument rien de RSE, hein, c'est du pur business. On est d'accord. Ça serait votre remarque. Je serais là, mais qu'est-ce qu'ils nous en fument avec ce truc-là? Mais oui, vous avez raison. Par contre, ce qui est hyper intéressant, c'est que quand vous avez ce genre de réflexion avec un codir, du coup, vous n'êtes plus en train de dire la RSE d'un côté, le business de l'autre. En fait, on met tout ensemble et on regarde tout ensemble. Et je peux vous dire que tous les comités de direction avec lesquels on discute sur ces sujets-là, ce qui leur plaît dans cette démarche, c'est ça aussi. Okay. Donc c'est hyper intéressant d'avoir la double casquette et pas de se dire, c'est pas un gros mot de parler business, mais voilà, on parle à des entreprises en tout cas. Et du coup, il faut leur donner un double éclairage sur comment la pérennité de leur entreprise peut évoluer en bien ou en mal. Je m'arrête là pour la partie un peu théorique, puis on va reparler de ce débat un petit peu. Quand même, on a commencé ce travail, donc ce fameux travail de double matérialité. Donc on va se focaliser sur la partie matérialité financière, qui était vraiment cet ajout nouveau dans la CSRD. Donc comment on la traite? Donc on a commencé par constituer un groupe de pionniers. Est-ce que tu t'en souviens? Et qui c'était? Non, on l'a pas du tout préparé. Oui, tu disais qu'en fait on met tout ensemble et tu présentais tous les sujets qu'a structuré le World Economic Forum. Donc en fait, ce qui était important, c'était de faire travailler un panel de métiers assez large
parce que chacun a sa vision du monde, j'ai envie de dire, et puis son expertise propre. Donc effectivement, on a été chercher ce qu'on a appelé un groupe de pionniers dans différents métiers de la production, l'ingénierie, les achats, le marketing, les RH, la R&D. Voilà, on a essayé de couvrir un peu tout. On a été chercher des personnes qui avaient envie de réfléchir à ça, plutôt des opérationnels, pas des directeurs, pas trop des managers, vraiment des gens qui sont experts de leur métier. Et on les a réunis pour bosser sur cette matérialité. Donc, point commun, ils avaient envie, Ouais. pas des directeurs, Ouais. et toute fonction représentant de toute l'entreprise, quoi. Exactement. Et avec un parti pris qui est de dire, vous êtes là avec votre expertise, mais vous n'êtes pas là en tant qu'expert. C'est-à-dire que vous avez le droit de donner votre avis sur un sujet sur lequel on ne vous le demande jamais, finalement. Alors, ce qui était aussi, moi j'ai adoré ce que vous aviez fait, c'est vous avez un panel de personnes représentant l'entreprise qui n'a pas forcément l'habitude de faire cet exercice de projection. C'est pas du tout facile. C'est peut-être plus facile avec des fonctions marketing qui a l'habitude de faire ça, ou alors si vous êtes dans un grand groupe avec l'audit des risques, dont c'est le métier. Mais sinon, le reste de l'organisation n'a pas forcément l'habitude. Donc vous avez fait un truc super drôle, donc ça s'appelait Retour vers le futur. Et du coup, l'idée, c'est de les aider à décadrer et à se projeter. Donc, ouais. Notre objectif, c'était d'imaginer la feuille de route qui allait nous amener à 2030. Et pour imaginer 2030, on était en 2022, donc il fallait se projeter 8 ans en avant. Donc on les a aidés en les projetant 8 ans en arrière, pour qu'ils se rendent compte aussi de tout ce qui s'était passé en 8 ans. Donc on les a dit, tiens, rappelez-vous, en 2014, c'était ça les actualités du moment. qui aurait cru que tout ça, quoi? 2014, on leur a aussi rappelé ce qui s'était passé d'un point de vue de nos sujets. Ah oui, on leur posait ça comme question, pardon. Donc on les amenait à se projeter, eux, personnellement. Finalement, ils étaient où en 2014? Qu'est-ce qu'ils faisaient? Et qu'est-ce qu'ils faisaient en 2014 qu'ils ne font absolument plus aujourd'hui, qui n'a plus du tout aucun sens aujourd'hui? C'était intéressant, hein, quand un financier dit « Ah ouais, on faisait des trucs comme ça, aujourd'hui c'est plus ça », ou un acheteur, ou ceux qui disent « Ah ben moi je faisais encore mes études », ou enfin... Mais de se rappeler aussi qu'il y a 8 ans, on était différent de ce qu'on est aujourd'hui et on faisait des choses qu'on ne fait absolument plus aujourd'hui. On leur rappelait aussi qu'en 8 ans, il y a beaucoup de choses qui ont bougé sur les sujets réglementaires concernant tout ce qui touche au développement durable. Hein. Finalement, il y avait très peu de structuration de ces sujets-là en 2014. Tout est arrivé après. On leur rappelait aussi tout ce qui n'existait pas chez Sodebo en 2014. Un certain nombre de produits, des pratiques qu'on avait commencé à mettre en place, des chartes, des services au sein de l'entreprise qui se sont développés depuis, le Nutri-Score qui n'existait pas, etc. On leur rappelait plein de choses qui font aujourd'hui leur quotidien, finalement, qui n'existaient pas il y a 8 ans. Tout ça pour les aider à se dire que effectivement, pour les 8 prochaines années, il y a beaucoup de choses qui peuvent encore changer. Et du coup, la question finale, c'était qu'est-ce que vous rêvez d'être et de faire en 2030? Et puis, et la deuxième question était super importante, qu'est-ce qui vous rendrait fier si on avait réussi un truc en 2030, ça serait quoi cette fierté-là? Et ça a été déterminant pour qu'ils se libèrent des contraintes d'aujourd'hui, en fait, et qu'ils imaginent un avenir possible. Canon. Donc ça, c'est juste c'était pour juste pour partager avec vous un petit truc que nous, on a vu... qui a extrêmement bien marché pour lancer la conversation, faire en sorte que c'était un peu un icebreaker qui a extrêmement bien fonctionné et surtout qui permet aux gens qui n'ont pas l'habitude de se projeter, de tout d'un coup se projeter, faire un retour en arrière, aller se projeter dans le futur, etc. etc.
Ensuite, en étape numéro 2, une fois qu'on a le groupe de pionniers, qu'on a réussi lors d'une première réunion à les décadrer, et on leur a présenté les méga trends que je vous ai montrés tout à l'heure. On est allé un peu plus dans le détail et on a généré énormément d'idées. Alors, donc dans la façon dont ça s'est passé, la façon dont vous pourriez mener un workshop, c'est évidemment phase assez classique de génération d'idées. Donc vous prenez chacune des méga tendances. Alors par exemple, je sais pas, hausse, événements climatiques extrêmes qui s'intensifient, dôme de chaleur au Canada, sécheresse en France. Tout ça, c'est du fait réel. Hein. Imaginez ça x2, x3. Productivité du blé qui diminue, fois moins 50%. Quand on s'appelle Sodebo qu'on fait des pizzas, c'est un peu problématique. Ça va faire cher la pizza après. Et donc du coup, comment on fait? Et c'était assez intéressant parce que nous, en même temps, à ce moment-là, on travaillait, désolé, avec d'autres gens qui s'appelaient, c'est le groupe Ecotone, qui faisait, c'est Björk Bunter, je ne sais pas si vous connaissez, et qui a un parti pris aussi sur le blé qui était complètement différent parce qu'ils ont mené une politique pour verticaliser leur amont agricole. Et donc avec des partenariats longue durée. Et donc du coup, ils n'étaient pas sur le marché du trading. Et voilà, avec des semences anciennes, peut-être plus résistantes. Voilà. Donc ça peut poser aussi plein de questions. Donc nous, on a essayé d'injecter dans les workshops qu'on a menés ensemble des situations comme ça qu'on avait à notre connaissance pour faire réagir le groupe et générer tout plein d'idées. Une fois qu'on a fait ça, il y avait plein de tendances. Et ce qu'on a trouvé hyper intéressant et qu'on voulait vous partager, c'est le croisement de tendances. Et du coup, comment vous avez un certain nombre de tendances et pourquoi est-ce que c'est important de les répertorier. Donc là, peut-être. En fait, quand on regardait les tendances, on les prenait les unes séparément des autres. J'ai envie de dire, elles étaient toutes déjà identifiées dans l'entreprise. La finance avait identifié une tendance sur des défauts de paiement, les achats sur les hausses de prix des matières, etc. Chaque métier avait déjà bien identifié les tendances sur son métier. Mais il n'y avait jamais eu d'échange multimétier sur l'ensemble de tendances et puis des croisements. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe ou qu'est-ce qui peut se passer si on prend cette tendance-là et cette tendance-là en même temps. Et là, ça change aussi la façon de regarder. Et donc là, c'est effectivement un exemple d'un certain nombre de tendances qu'on avait identifiées. Et quand on croise la question de l'explosion du prix de l'énergie, de la raréfaction des matières premières, et en même temps les crises économiques et la baisse du pouvoir d'achat, en fait, ça nous amène à réfléchir autrement. Et à se dire non seulement il faut qu'on soit plus sobre, pour dépenser moins, effectivement. Et il y a un certain nombre d'actions qu'on a pris, mais ça ne suffit pas, parce que si on veut maintenir une offre accessible aux consommateurs qui va avoir moins de moyens, il faut qu'on aille encore plus loin. Ça ne va pas suffire d'être simplement sobre, il faut qu'on trouve d'autres leviers, et donc ça aboutit à se dire il faut qu'on soit à la fois plus sobre et plus autonome. Parce que si on est autonome, c'est aussi des coûts en moins, donc on génère moins d'inflation pour nos consommateurs. Donc voilà, ça permet d'aller plus loin, ce croisement de tendances, dans la réflexion, dans les idées, et du coup dans les projets qu'on pourra mener. Donc très clairement, hein, si je reprends ça, du coup, en termes d'énergie, on s'est fixé dans la feuille de route non seulement une sobriété, c'est-à-dire de diminuer nos besoins en énergie, mais de développer notre autonomie énergétique avec des grands projets. Là, on en a un qui est en train de se mettre en œuvre de panneaux photovoltaïques sur le site, qui va couvrir 11% de nos besoins, mais on s'est fixé 30% de nos besoins couverts d'ici 2030. Et ça, on ne l'aurait sans doute pas poussé aussi loin si on n'avait pas croisé les dimensions, toutes ces dimensions-là qui nous amènent à réfléchir autrement et à aller plus loin dans les idées. Et ce qui est important aussi, c'est que souvent, quand on est une entreprise, on se lance dans une stratégie climat, parce qu'aujourd'hui, tout le monde parle climat, décarbonation. Et le risque, c'est que du coup, on soit monocritère, qui est le CO2, qu'on ne raisonne que CO2, alors que c'est beaucoup plus large que ça. Et si vous voulez avoir une approche beaucoup plus globale, cette approche avec les macro-tendances et le fait de pouvoir après les faire se parler, c'est beaucoup plus riche, beaucoup plus apprenant, et ça bouscule beaucoup plus
vraiment le modèle d'affaires de l'entreprise, ça le questionne beaucoup plus. Alors que si vous êtes juste stratégie climat, vous risquez de mettre des choses de côté. Donc nous, notre recommandation, c'est commencer par ça, et après, faites votre stratégie climat, c'est-à-dire une fois que vous avez vu toutes les interactions, là, après, on peut se lancer peut-être sur une dimension plus spécifiquement qui est le carbone. C'est ce que vous avez fait, je crois. Tout à fait. En fait, on a identifié 10 enjeux qui, par rapport à notre activité, par rapport à ce qu'on est. Donc là, j'ai parlé de la question de l'énergie. Il y a aussi le sujet de l'eau, de la biodiversité et celui du climat également. Mais le climat est un enjeu parmi ces 10-là. Et après ces 10 enjeux, il a fallu effectivement les classer. C'est là où intervient vraiment l'exercice de la matrice de double matérialité. Et alors, on a vu au tout début qu'on avait travaillé avec un groupe de pionniers, donc une dizaine de personnes qui n'étaient pas des directeurs, enfin une douzaine, on était entre 12 et 14, qui n'étaient pas des directeurs. Et à un moment, comment on remonte sur les dirigeantes, en l'occurrence 3 présidentes. Comment ça s'est passé? Comment vous l'avez utilisé? Voilà. Donc nous, on a fait avec ce groupe de pionniers, on a fait l'exercice de cette matrice de double matérialité, et puis on s'est dit on ne peut pas la restituer comme ça à nos présidentes. Parce que on avait vécu un chemin tous ensemble avec ce groupe, un chemin de réflexion, de questionnement, d'échange. Et il nous semblait essentiel de faire parcourir ce chemin aussi à nos présidentes. Donc en fait, on a repris nos 10 enjeux, qu'on leur a présentés de façon hyper synthétique, et on leur a demandé ensemble, toutes les 3, de les positionner sur la matrice, donc de réfléchir ensemble au double impact de ces enjeux-là. Et ce qui a permis de créer des discussions entre elles, de les faire réfléchir, de leur faire prendre conscience et d'arriver à un résultat qu'on a ensuite comparé avec nous, le travail qu'on a fait. Et ça crée une deuxième discussion. Ah oui, pourquoi vous l'avez évalué ce sujet-là comme ça? Parce que nous, on l'a évalué comme ça, etc. Et de recorriger en fonction de ça pour arriver à une V3, j'ai envie de dire. Une V3, souvent il y a une V5, V6. Et ça, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'en fait, c'est un outil de dialogue. Si votre groupe de pionniers, c'est un comité de direction, ou votre comité de direction, du coup, c'est génial parce que pendant tout l'exercice, tous les workshops, il y a discussion. Je me souviens des réunions qu'on a eues ensemble, et toi, tu étais là, genre, mais si on faisait ça, je suis pas d'accord avec toi, et tout. Bon, mais c'est super bon esprit, et surtout, c'est une vraie bouffée d'oxygène, souvent, je trouve, pour les participants, parce qu'ils disent, tiens, on se pose vraiment, et on a des vraies réflexions sur l'avenir. Et toi, est-ce qu'il en est ressorti des grandes décisions quelque chose, une feuille de route, un truc concret quoi derrière? Oui, il en est ressorti une feuille de route. En fait, ces 10 enjeux, ça a permis effectivement de les placer sur cette matrice et d'en faire ressortir 4 grands enjeux prioritaires. Donc, il y a effectivement celui du climat, là, sur le fait de réduire notre empreinte carbone. Mais un enjeu sur la préservation des ressources de la planète, où on parle beaucoup d'eau et d'énergie notamment. Un enjeu sur la santé, santé des consommateurs et santé de nos collaborateurs. Et puis un enjeu sur les emballages. Et chacun de ces enjeux ont été déclinés en engagement et en objectifs à horizon 2030. Et on a commencé aussi, parce que dans la déclinaison, c'est bien d'avoir une feuille de route, mais si elle ne vit pas, il ne se passe rien. Donc on a aussi défini un mode de fonctionnement pour la faire vivre. Donc chacun des objectifs, il y a un pilote dans l'entreprise. Là, ça redescend vraiment dans les métiers. Et il y a des rituels de points d'avancement avec tous les pilotes de tous ces enjeux, tous ensemble, parce que là, encore une fois, ce qui est important, c'est de se dire qu'il y a un pilote, il y a des enjeux qui sont spécifiques métiers, mais c'est des enjeux qui concernent toute l'entreprise. Et donc, on réunit une fois par mois l'ensemble des pilotes pour faire un point d'avancement, surtout pour faire un point de blocage,
parce qu'il y en a des blocages. Donc, qu'est-ce qui les empêche d'avancer? Et chacun peut contribuer en se disant, parce que, par exemple, la personne qui travaille sur l'eau dire j'ai du mal à faire avancer ce sujet parce que la qualité bloque, car il y a des enjeux sanitaires autour de l'eau, donc réduire la consommation, c'est compliqué, je ne sais pas comment leur expliquer ça. Et puis la personne qui travaille sur la santé des collaborateurs dit ah bah attends, parce que moi j'avais le même type de problème, mais j'ai abordé la chose comme ça, etc. Donc on est aussi vraiment dans du partage d'expérience collectif qui permet à chacun d'avancer, de ne pas se sentir seul avec son sujet et d'essayer de faire en sorte qu'en 2030, on ait atteint, voire dépassé les objectifs qu'on s'est donnés. Canon. Non, mais c'est super de voir une vraie feuille de route avec des KPI. Alors, je peux vous dire que derrière, il y a des KPI, il y a des horizons temporels, donc vraiment, c'est tout sauf du greenwashing. Non, mais ça, c'est important de le dire parce que des feuilles de route, on en voit passer. Je trouve que cet exercice de double matérialité, voilà, vous avez vu un peu comment Philippe l'a utilisé avec sa direction. C'est vraiment un outil de pédagogie parce qu'en fait, à chaque fois qu'on aborde des thématiques, on explique ce qu'il y a derrière, quels sont les enjeux. C'est vraiment un outil de conversation. Du coup, c'est tout d'un coup, on parle de choses. Alors que... Tu me piques ma conclusion. Ouais, c'est ça. Et puis, tu veux dire la troisième? C'est quoi le troisième? Ah oui, non, c'est un outil de réalité. C'est vrai que c'est important finalement, ça permet de réancrer l'entreprise dans ses réalités. Et comme dirait Timothée Paric, qui nous faisait un petit peu concurrence, là, donc je le replace pour ceux qui ont choisi de venir ici plutôt que d'entendre la fin de Timothée Paric. Je le cite, ça permet de réencastrer l'économie dans une réalité biophysique. Mais c'est important de se dire, oui, l'entreprise, elle n'est pas hors sol. Et c'est vrai que cette double matérialité, elle permet de bien en prendre conscience et du coup, de faire ce réancrage-là. Merci. Et c'est hyper important parce que souvent, on parle du changement climatique. Et quand vous êtes patron de boîte, tout d'un coup, avec cet exercice, c'est du coup le changement climatique, comment ça m'impacte. Et je le vois concrètement. Et c'est mes équipes qui sont venues avec leurs idées et qui m'ont dit, bah, si, tiens, regarde, telle usine, tel sourcing, voilà ce qui se passe et on va galérer dans les années à venir. Et là, ça devient super concret, super tangible. C'est pour ça que c'est vraiment il y a ce principe de réalité qui est très, très fort. En tout cas, voilà, pour conclure, et on laissera la place, du coup, on a été bon sur le timing. Check. On va pouvoir avoir plein de questions, donc ça, c'est cool. Mais nous, chez Hatch, on est vraiment persuadés que c'est un outil. Voilà, il ne faut vraiment pas l'utiliser que comme un outil de reporting. Bien sûr, il y a le reporting à faire. Ça va aider à structurer la collecte de data dans les organisations. Mais surtout, l'utiliser comme un outil de dialogue. C'est génial, vous allez pouvoir... Alors, s'il y a des gens qui sont en entreprise ici, qui vont aller voir leur codir en disant bah, super, c'est réglementaire, on n'a pas le choix. 1, j'ai le budget. 2, on est obligé d'en discuter. Et 3, du coup, pour rendre la discussion intéressante, on utilise ces matrices-là pour avoir une conversation qui va vous emmener beaucoup plus loin que juste du reporting. Et c'est le risque un peu de s'enfermer dans la CSRD version reporting. OK ? Super. Bah, merci beaucoup à tous. Et puis... des questions. Alors, il y a des questions un peu partout. Alors, quelqu'un de chez Hatch peut prendre le micro et ou voilà, mademoiselle, merci beaucoup. Alors, j'ai vu une question par là. Je prends au hasard. Hein, donc, là, par exemple. La madame en blond. Merci beaucoup pour votre présentation, très intéressante. Vous avez beaucoup parlé de l'analyse de double matérialité et comment vous avez impliqué en fait les parties prenantes internes à l'entreprise. Et j'aurais aimé savoir comment vous avez impliqué les parties prenantes externes et quel type, catégorie de parties prenantes externes, s'il vous plaît. Merci. En amont, en fait, avant de faire ce travail, on avait fait déjà un premier travail de diagnostic, un peu de où on était Sodebo en matière de développement durable. Et dans ce cadre-là, on avait intégré quelques parties prenantes, nos clients, nos consommateurs. On avait fait deux grandes études auprès de nos clients, donc les distributeurs, et de nos clients consommateurs,
pour avoir leur point de vue sur ces différentes thématiques et comment ils évaluaient Sodebo et là où pour eux Sodebo devait s'améliorer. On n'a pas fait d'enquête sur l'ensemble de nos fournisseurs, mais on en a questionné quelques-uns de façon un peu plus qualitative. Voilà ce qu'on a fait en termes de, je dirais pas d'intégration de parties prenantes, mais en tout cas de prise en compte quand même de certaines des parties prenantes. Et dans la by the book, souvent dans la partie matérialité à impact, vous avez une phase clairement de questionnement des parties prenantes. Chez Hatch, souvent on le fait de façon quantitative. Donc on va aller viser, les dernières qu'on a faites, on a pu interroger 1200 personnes. Par exemple, chez Fnac Darty, on avait fait ça, on a eu 1500 réponses. Et sur les typologies de parties prenantes, ça se décide en interne. En fait, on a tout un travail, on va les ranker, déjà identifier, faire un mapping des parties prenantes. Ensuite, les ranker en interne par ordre. Donc vous avez plusieurs critères influence, dépendance. Et le troisième, j'ai oublié. Et du coup, ça vous permet de voir quelles sont les parties prenantes les plus, entre guillemets, importantes pour vous. Et du coup, on va aller soit les interroger de façon quantitative et ou qualitative avec des entretiens qu'on fait en one-to-one d'une heure et quart sur les enjeux qu'on aura identifiés pour l'entreprise. Donc souvent, on fait ça. Ça permet justement de tout quadriller. Et sur la partie matérialité financière, oui, vous pourriez le faire, mais c'est difficile de faire contribuer une partie prenante qui ne connaît pas bien l'entreprise sur comment ça va impacter la pérennité, le modèle d'affaires ou les finances de l'entreprise. Donc c'est un travail sur la deuxième matérialité financière qui est très très interne en fait. Ça répond à votre question? Merci. Autre question? Alors là-bas, il y avait une question. Oui, c'est vous. Oui, merci. Très clair pour la consultation des parties prenantes. Je me demandais si dans le cadre de la CSRD, pour la double matérialité, au-delà de la consultation des parties prenantes, il y a d'autres métriques d'évaluation des risques qui sont obligatoires. Je ne sais pas, parce que j'imagine que par exemple le risque sur l'eau ou la biodiversité, c'est pas quelque chose qu'on mesure exclusivement en consultant des personnes. Alors, dans la CSRD, alors là, du coup, on va dans la CSRD. Alors déjà, vous avez plusieurs éléments. Le premier, c'est que c'est du coup standardisé, c'est le but en tout cas. Donc, vous avez ces fameux ESRS, donc qui sont nommés. Dedans, vous avez les topics, vous avez les subtopics, et puis alors, donc vous en avez une palanquée. Donc l'idée, nous, dans tout le travail qu'on fait, c'est qu'on va les injecter dans les différents workshops qu'on mène, pour être sûr de tout couvrir. Ce qu'il faut avoir en tête, et après je parlais des métriques, mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est une autre façon, finalement, on le faisait déjà un peu, là maintenant, il y a deux choses qui priment avec la CSRD, c'est un, ça couvre beaucoup plus d'entreprises, et puis vous avez cette deuxième dimension financière qui devient primordiale. Mais sinon, l'esprit reste le même, c'est essayer de définir quels sont les enjeux matériels d'une entreprise. Donc on va injecter tous les ESRS pour être le plus fin en granularité possible. Souvent, on va aller analyser le secteur et il y a pas mal de secteurs, on les connaît, les enjeux. Et on va s'assurer qu'on couvre tout et on décide ce qui est matériel ou pas matériel. Une fois que vous avez vos enjeux matériels, c'est quoi les bons métriques? Et donc, sur la partie impact, là, idéalement, c'est de travailler avec des experts. Donc, soit en interne d'entreprise, qui vont être... Voilà, donc soit vous avez la littérature, parce qu'on sait que sur l'eau, c'est plutôt telle idée, sur le carbone, mais après, il y a des dimensions sociales qui ne sont peut-être pas forcément aussi évidentes. Donc là, c'est beaucoup un travail de littérature. Et puis éventuellement d'aller voir des experts. Donc des experts, c'est des personnes académiques qui sont vraiment pointues sur le sujet, qu'on va aller interroger en disant qu'est-ce que vous en pensez, ça serait quoi la bonne mesure. Donc nous, on vous engage à faire ça, c'est d'aller fouiller en fait, pour voir qu'est-ce qui est le plus pertinent sur chacun des métriques qui est spécifique et matériel à l'entreprise. Et j'insiste là-dessus, c'est-à-dire qu'il ne faut pas aller courir après toutes les métriques, sinon vous n'avez pas fini. Il faut vraiment aller voir ce qui est important pour l'entreprise. C'est bon, ça répond à votre question? Avec plaisir. Une autre question? Monsieur, là. Bonjour et merci donc pour l'intervention. Moi, je ressors du coup un peu de la CSRD. Est-ce que vous avez des retours d'expérience ou des demandes qui commencent à arriver peut-être d'utilisation de la double matérialité pour des entreprises qui ne seraient pas encore soumises du coup à la CSRD? Plein. D'accord.
Alors, blague à part, oui, clairement, c'est Ou le de gens sujet. qui anticipent peut-être justement. Oui, bah, c'est le hot topic de tout le monde, en fait. Tu vas en parler? En fait, nous, on partait, encore une fois, le service, on l'a créé il y a 2 ans et demi. Il n'y avait pas de service développement durable RSE chez Sodebo, donc on partait un peu d'une feuille blanche. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas plein d'actions, mais il n'y avait pas de stratégie réfléchie, etc. Et donc, quand on a commencé à travailler là-dessus, OK, on avait dans un coin de la tête la CSRD. Donc on s'est dit, tant qu'à faire la construction de la stratégie, autant qu'on la construise dans le sens de la SSRD, mais surtout que l'outil double matérialité nous paraissait hyper intéressant et hyper pertinent. Donc on s'est dit, on va utiliser ça. Ça tombe bien, parce que de toute façon, il faudra le faire pour la CSRD, mais c'est surtout parce que c'est avant tout un super outil. Et faudra qu'on le refasse pour la CSRD. Parce que là, je dirais, on a fait une première version à vertu pédagogique pour l'entreprise. Quand on le fera pour qu'il soit dans la publication CSRD, il faudra qu'on muscle davantage, etc. Enfin, franchement, faut l'utiliser, CSRD ou pas. Et on a cette, donc il y a beaucoup de demandes parce qu'effectivement, en fait, comme c'est réglementaire, il y a une approche très financière aussi, donc les DAF se sont réveillés tout d'un coup et intéressés au sujet. Quand ça passe par le DAF aussi, tiens, ça rings a bell, tout le comité de direction. Donc ça, c'est pas mal. Et les fonds d'investissement aussi sont à fond là-dessus, parce que eux, pour le coup, ils sont en état de veille, ils savent ce qui va arriver, donc ils savent aussi à quel point ça peut être pénible pour une entreprise qui est nulle part d'y arriver. Et donc, ce qui se passe en ce moment, c'est que nous, on va accompagner certains de nos clients à leur dire on a 3 ans pour bien se préparer, donc on va le faire étape par étape. Il ne s'agit pas de tout faire d'un coup, vous n'y arriverez pas. Donc, on va le faire étape par étape. Et juste pour finir là-dessus, nous, on a animé la semaine dernière un séminaire avec un comité de direction d'une grosse entreprise de cosmétiques pendant 2 jours et demi. Et le framework, c'était la double matérialité. Et l'idée, c'était l'entreprise X dans 10 ans. Et c'était un séminaire CODIR. Ils ont pris 2 jours et demi pour réfléchir à ça. Et donc, on a fait tout ce séminaire avec ce framework que je viens de vous décrire. Hyper intéressant en termes de réflexion, de pause CODIR, de se projeter justement quels sont les scénarios possibles. Une autre question? Oui, là, votre voisine. Et puis après, dans le même rang, il y avait une autre question. Du coup, je rebondis un peu sur le sujet que vous venez aborder. Est-ce que, et aussi également pour M. Rondeau, est-ce que ça a été un déclencheur, cette double dimension financière, impact, est-ce que ça a été un déclencheur de compréhension dans votre direction, ou est-ce que votre direction était déjà sensibilisée sur le sujet et ça a été un outil qui se sont appropriés vite, ou voilà. Comment est-ce que ça a vraiment aidé à la sensibilisation, ou elles étaient déjà, je dis elles puisque apparemment c'était des dames, elles étaient déjà sensibilisées et ça a été une étape de plus? C'est enregistré ce que je vais dire. Alors oui, fais gaffe, c'est enregistré. Ok. Ça a été un outil de sensibilisation, très clairement. Et ça doit toujours l'être. En fait, je pense qu'il faut que cette double matérialité, on l'ait toujours en tête, qu'on la regarde régulièrement, qu'on ne l'oublie pas. C'est pas juste non plus un outil one shot et après on passe à autre chose. Voilà, c'est aussi quelque chose qui doit être toujours présent, sur lequel on doit toujours discuter, se reposer des questions. Et c'est encore une fois, c'est un super outil de pédagogie, de compréhension du réel. Voilà. Ça répond à votre question, c'est bon? Super. Il y avait une autre question par là, voilà. Bonsoir. Alors déjà, je suis ravie d'avoir choisi votre conférence pour terminer la journée. Ah, merci, merci. Bravo. J'avais Alors, des questions, j'en ai plein, donc je sélectionne une question. Lorsque vous avez défini votre feuille de route ensuite, est-ce que vous avez intégré les contraintes techniques et financières, ou est-ce que vous avez simplement considéré les objectifs et vous vous êtes dit, quoi qu'il arrive, les moyens et les solutions, on va les trouver et on se donne cette timeline-là pour trouver les solutions à chaque problématique? Très bonne question. Merci. On n'a surtout pas pris en compte
est-ce qu'on peut y arriver ou pas. Ce qui n'est pas un sujet facile. C'est-à-dire que autant les présidentes étaient hyper à l'aise avec ça, et au contraire, elles ont poussé parfois par rapport à nous aux préconisations d'objectifs qu'on faisait. Elles disaient non, mais il faut mettre la barre beaucoup plus haut. Parce que si on n'est pas assez ambitieux, on ne fera pas des vrais changements. Super. Mais après, quand vous redescendez ça au métier, waouh, ça couine dans les métiers. Parce que eux, les métiers, tout de suite, ils sont dans comment je vais faire. Mais je pense que c'est la bonne solution. Donc après, il faut accompagner les métiers pour dire eh ben, on va y arriver petit à petit. Rappelle-toi, il y a 8 ans, dans 8 ans. Non, mais ce schéma-là, il est toujours hyper important. Mais après, c'est de la conduite du changement. Mais bon, on est encore dedans. Hein. C'est difficile ensuite. Je pense que ce qui peut aider, c'est vraiment quand vous faites ce type de travail, vous voyez le pourquoi. Vous voyez, c'est un outil pédagogique, donc du coup, on infuse le pourquoi, quels sont les enjeux, comment on peut y contribuer. Et d'accord, la barre est haute, on va faire des premières marches. Et déjà, je pense qu'avoir ces premières marches, souvent, ça met l'entreprise en mouvement. Il y a pas mal d'entreprises chez qui on n'a juste pas le T0. C'est quoi la photographie de ce qu'on fait à l'instant T? Et il y a des clients chez qui, tout d'un coup, on s'est rendu compte que mais tout ce qu'on source, c'est déjà super. C'était de l'or, en l'occurrence, c'était de l'or recyclé. Et 100% de l'or qui sourçait était recyclé. Mais ils ne savaient pas. Donc voilà, donc c'était une bonne nouvelle. Mais vous voyez, c'est pour l'anecdote, mais c'est véridique. Hein. Et du coup, voilà, on fait un T0, on se met en ordre de marche, c'est un chemin. On aimerait bien tous, je pense ici, qu'on aille plus vite, plus fort, mais voilà, il y a aussi le temps de l'entreprise et voilà, déjà se mettre en mouvement, c'est canon. Le service de Philippe a été créé il y a 2 ans et demi. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre question? Ouais. Bonsoir. Du coup, pour illustrer ce que vous veniez de dire, là, à partir du T0, j'ai une question très pratique. À partir du T0, vous avez mis combien de temps pour arriver à votre feuille de route? Combien de temps? Et genre, vous allez me dire peut-être 6 mois ou 1 an. Et combien de temps, hommes, vous avez embarqué dans ces équipes? L'équipe de pionniers, elle a passé combien de temps à cette exploration? C'était quoi, 6 mois à peine? Ouais, je crois que c'est un processus de 6 mois à peu près, avec donc plusieurs ateliers. Et entre la double matérialité, donc cette classification des enjeux et la feuille de route, finalement, ça a été assez rapide. C'est pareil, ça nous a parce que en fait, les deux se travaillent un peu en même temps, quoi. Et puis ça y est, l'équipe de pionniers, elle est dedans, et donc ça va assez vite ensuite pour écrire cette feuille de route. Et puis tout ce qu'on avait fait en amont, vous savez, ce retour vers le futur, là, on leur avait demandé de quoi vous serez fiers, mais on a utilisé ça après dans la feuille de route pour fixer l'objectif. Quand ils nous disaient l'objectif atteignable en 2030, ça pourrait être ça. Ah oui, atteignable, parce qu'on n'arrive pas à se déconnecter quand même de ce qui nous semble possible. L'objectif atteignable, ça pourrait être ça. Ok, et tu serais fier de ça? Non. Bon, alors de quoi tu serais fier? Un temps. Eh bien, on met temps. Et ça va vite, hein. Alors, il y a quelques workshops qui sont mis en place. Et après, ça dépend. Alors, vous parliez du T0. Il y a des T0 qui sont faciles. C'est juste un moment où on regarde des datas qu'on avait et qu'on n'a jamais regardées. Et puis, de temps en temps, il y a des datas qu'on n'a pas. Et une des problématiques liées à la CSRD, c'est ça. C'est que souvent, ça va mettre en lumière le fait qu'il y a plein de datas dans les entreprises qui ne sont pas du tout regardées, pas du tout compilées. Alors, imaginez quand vous êtes une multinationale avec plein de filiales. Voilà, c'est là où vous avez le truc en plus pour calculer un T0, quoi. Donc après, mais nous, encore une fois, on a créé le service il y a 2 ans et demi. Donc on n'avait rien. Donc il a fallu qu'on fasse le tour de tous les métiers pour dire qu'est-ce que tu suis comme indicateur, etc. Qu'on fasse un peu ce travail-là pour récupérer ces données. Ensuite, on a lancé la démarche. Mais donc entre le moment où on a créé le service et la feuille de route, il y a eu 1 an et demi. Dernière question, oui.
Enfin, dernière question, je sais pas quelle heure il est. Vous avez de la chance, 18h20. Je crois qu'il n'y a personne après nous. Donc... Bon, après, on va sortir les bières, un petit cocktail et tout, on a le temps. Bonsoir. J'espère que j'ai bien suivi la conférence, parce que je me pose la question de comment gérer la probabilité et la réalité. C'est-à-dire que c'est basé sur des événements qui peuvent ne pas se Alors, on ne va pas parler du tout de ça, c'est une question... Non, je plaisante. Allez-y. Alors, probabilité et... Et réalité. Ouais. Ouais. C'est-à-dire que c'est basé sur des événements qu'on anticipe, ouais, mais qui peuvent ne pas se réaliser, ou d'autres événements pires, ou alors d'autres opportunités plus intéressantes. Comment c'est géré cette relation-là, en fait ? Alors, en fait, dans toutes les études prospectivistes, vous êtes obligé d'arbitrer. Et donc, après, vous vous projetez. Donc, par exemple, je prends un truc, montée des eaux. C'est malheureusement quasi certain. Sauf que bon, là, on est à 5, 10, 15 ans. Donc, on se dit, ben, en fait, dans un horizon temporel de 5, 10, 15 ans, en fait, la probabilité est faible. Sur un horizon temporel qui est celui-ci, par contre, c'est une certitude à horizon 50 et 100 ans. D'accord ? Donc ça, je prends un exemple. Voilà. Mais la plupart des mégatrends, en fait, vous les regardez comme ça, avec un arbitrage, qui est une discussion. Ce n'est pas juste nous qui arrivons en disant c'est comme ça. Ces convictions-là, elles vont venir en fonction du secteur, de la complexité de l'industrie, etc. Le lithium, l'exemple que je citais tout à l'heure. Le lithium, dont le prix va augmenter à horizon 2035, c'est... Ouais. Et comment on s'est forgé ça ? Bon, comme vous, on a juste regardé, et c'est quasi avéré que ça va continuer à croître. Donc du coup, là, vous utilisez juste votre bon sens, et puis vous essayez de grader. Je pense que le grand débat qu'on a eu, nous, chez Hatch, et avec tous nos clients, c'est de se dire, est-ce qu'on est capable de systématiquement se dire, ce que je dis, c'est la vérité vraie ? En fait, il ne faut pas chercher d'avoir ce niveau de précision. Ce qu'on veut, c'est de se dire, imaginez les scénarios et imaginez les impacts possibles sur le devenir de l'entreprise. Est-ce que ça va impacter 7, 8, 10 ou 30% du chiffre d'affaires? Ce qu'on veut, c'est avoir des ordres de grandeur. Est-ce qu'on parle plutôt de 5% du chiffre d'affaires ou 30% du chiffre d'affaires? Si c'est 30, là, on a quelque chose de très sérieux qui risque de mettre en danger l'organisation. Est-ce que c'est 28, 32, peu importe. Il y a souvent un consensus qui se dégage auprès du comité de direction, puis avec nous, ouais, là, vous avez un gros caillou dans la chaussure. J'allais dire dans la raquette. Pas du tout. Il y a un trou dans la raquette et un caillou dans la chaussure. Et moi, je rajouterais un truc, c'est que, en fait, l'intérêt de ça aussi, c'est de changer complètement de paradigme. Je pense que pendant longtemps, les entreprises ont fonctionné en se disant, de toute façon, l'avenir, en gros, on le connaît. Et là, c'est de se dire, mais il va nous arriver des trucs. Et donc, il faut qu'on ait la capacité en permanence à identifier ce qui peut nous arriver et à nous préparer à nous y adapter. Et puisqu'on est en pleine Coupe du Monde de rugby, moi, ce que j'ai compris, c'est que Fabien Galtier, ce qu'il fait avec son équipe avant chaque match, c'est qu'ils imaginent tous les scénarios possibles. Si on se prend un essai dès la 2e minute, si on se prend un carton, etc., etc., je pense qu'il n'y a aucun des scénarios qui se passe vraiment comme ça. Sauf que l'équipe, elle est habituée à se dire qu'il va y avoir des imprévus et on sait s'y adapter parce qu'on a mis en place quand même des méthodes, des façons de faire qui fait qu'on sait s'adapter. Donc, montée des eaux, on imagine le truc, donc on prépare ça. Il ne se passe pas la montée des eaux, mais il se passe un autre truc. C'est pas grave. Je pense qu'il y a une partie de ce qu'on a préparé qui peut nous permettre de réagir face à ce qui arrivera alors qu'on ne l'avait peut-être pas prévu avec cette probabilité-là. C'est ça. Et pour finir, c'est juste risque et attention, opportunité. C'est hyper important dans l'autre sens aussi, parce qu'il y a peut-être des super opportunités. Regardez Carlos Tavares, alors hyper business, on est d'accord, mais tiens, c'est un des premiers à avoir saisi ça, et il est déjà en train d'organiser son entreprise, de mettre les verrous comme il faut dans ses voitures, pour préparer cette opportunité financière incroyable qui s'offre à lui dans les années à venir. Donc ça marche dans les deux sens, et c'est ça qui est aussi hyper important, et c'est pour ça que cette conversation avec les comités de direction, et c'est pour ça, d'où le titre de la conférence, je reviens dessus, pub, c'est vraiment un outil stratégique, et il faut le penser comme tel. S'il est pensé comme tel, amené comme tel au comité de direction, du coup, vous allez avoir un niveau de discussion qui sera de portée stratégique. Sinon, ça reste du reporting, et là, on le met tout en bas de l'agenda du CODIR. Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous jusqu'au bout. Merci à Philippe.